allons parler d'inflation. On va essayer de rendre ça aussi divertissant que la course au stylo. Mais le but, c'est d'être très concret parce que l'inflation, si on veut revenir au foot, c'est comme quand la Suisse gagne contre la France. C'est très rare, mais on en parle énormément. Mais là, on va essayer d'en parler très concrètement et on va essayer d'être à la hauteur de ce que vous vivez dans le secteur très particulier de l'assurance. Et donc, vous aurez des questions et on va pouvoir challenger notre intervenante. D'abord, on va se comparer parce que c'est le meilleur moyen de se rassurer. Donc, nous, on a effectivement une inflation qui sera détaillée tout à l'heure par une représentante de la BNS. Mais si on regarde les autres pays, notamment la zone euro qui a plus de 9% d'inflation, si on regarde l'Estonie, si on va dans les cas caricaturaux avec plus de 22% d'inflation, la Hongrie, c'est plus de 25% d'inflation. Donc cette situation en dehors de la Suisse, elle vous est expliquée dans ce petit clip d'1 minute. C'est la crise. Les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés et l'inflation vient d'atteindre des niveaux hallucinants. Mais si je vous disais qu'il existe un pays dans lequel l'inflation a été négative de longues années durant, et dans lequel la Banque centrale investit sur les marchés financiers avec nos stratégies. L'inflation en Suisse est aujourd'hui de seulement 3,4% quand elle explose dans le reste de l'Europe en atteignant les 22,9% en Estonie. Ainsi, si la Suisse est un pays doué pour produire le meilleur chocolat du monde, c'est aussi et surtout un réel exemple en matière de gestion de l'inflation. Et pourtant, leur masse monétaire ne cesse de croître. Comment tout cela s'explique-t-il donc, Rémi, me demanderez-vous? On doit cette performance à la Banque centrale de Suisse, la BNS. Mais quel est donc son secret? La Banque centrale suisse utilise une façon inhabituelle d'introduire la monnaie qu'elle imprime dans son économie. Cet autre moyen consiste à acheter des actions ou des actifs comme l'or et des devises d'autres pays. Des achats ayant pour but de constituer les réserves d'une banque centrale, les réserves de monnaie. Non seulement cette méthode permet de donner une stabilité au franc suisse en faisant de lui une valeur refuge, mais la réserve de monnaie ne cesse d'augmenter grâce à la croissance de ses actifs financiers. Rendez-vous compte, en 15 ans, la valeur de l'euro a été réduite d'environ 60% face au franc suisse et celle du dollar également. Son mécanisme a créé un cercle vertueux et le franc suisse est devenu un parfait investissement. Voilà, donc vu de l'étranger, la BNS citée en exemple, félicitée, etc. Au niveau national, ce n'est pas forcément le cas. On va regarder une archive quand la BNS a déjà été dans cette situation et les réactions en Suisse. En 1987, les krachs boursiers. Pour éviter que l'économie suisse ne sombre dans la récession, la Banque nationale inonde les marchés suisses de monnaie. Réaction de panique injustifiée, diront certains, et l'histoire semble leur donner raison. 1989, le franc s'effondre, l'inflation atteint des sommets rarement vus en Suisse, les capitaux étrangers fuient le pays. Traumatisée, la BNS va désormais pratiquer la politique monétaire la plus sévère du monde. Elle créera de l'argent au compte-gouttes. Même quand la crise montrera le bout de son nez, elle résistera à ceux qui l'accusent maintenant d'asphyxier l'économie suisse, l'œil fixé sur son seul but, faire baisser l'inflation. Septembre 1992, les marchés monétaires mondiaux s'affolent. Pour se protéger, les opérateurs achètent massivement du franc suisse. Pour la BNS, c'est le signal, la bataille est gagnée. Aujourd'hui à Genève, les directeurs de la Banque nationale avaient le sourire triomphant. Le franc est remonté, les taux d'intérêt baissent. Mais ces bons résultats sont-ils dus à sa politique ou aux troubles sur les marchés monétaires? Il y a les deux éléments qui jouent. D'abord, les turbulences ont certainement profité au franc suisse, comme elles ont profité à d'autres monnaies traditionnellement fortes, le shilling, le florin, le D-mark. Mais ces turbulences se sont produites à un moment où les résultats positifs de la politique monétaire de la Banque nationale suisse se manifestaient concrètement au public. Nous accueillons maintenant Luc Heusch, que nous applaudissons, du centre patronal. Bonjour Luc, bienvenue. Merci. Membre de la direction du centre patronal, directeur des finances, de la prévoyance, des technologies, des services généraux. On va parler toujours de cette inflation, mais là du côté PME et puis fonds de prévoyance, quels sont les impacts? On vous écoute, vous avez 10 minutes. 10 minutes chrono, je vais essayer de tenir le chrono. Je vais vous faire travailler, mesdames et messieurs, pendant cette présentation. Vous allez devoir scanner un QR code, ce que la régie va vous afficher tout soudain, moi que je dois cliquer. Non, je ne dois pas cliquer. Voilà, on y est, c'est ça. Vous scannez, s'il vous plaît, ce QR code ou vous allez sur menti.com et vous tapez le code qui s'affiche. Et puis peut-être, contrairement à Madame Mechler, qui a fait un brillant exposé, mais qui ne pouvait pas vous répondre sur la question des taux hypothécaires, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais j'ai fait un constat, c'est que celui qui était investi en taux variable sur ces 50 dernières années, il était largement gagnant par rapport à celui qui était investi en taux fixe. C'est tout simple, parce que taux fixe, c'est une assurance de payer
un prix fixe. Donc une assurance, c'est un coût, une prime, vous le savez mieux que moi en tant que courtier. Et donc le taux variable sur le long terme est systématiquement gagnant. Ça ne veut pas dire que dans les 50 prochaines années, j'aurai raison. Voilà, je crois que vous avez réussi à vous loguer. Ça marche toujours pas? Ah, voilà. Alors, je vais vous laisser encore un petit moment. Effectivement, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui sont connectées. C'est 5, ça voilà. Maintenant, ça décolle, ça démarre. Si jamais vous n'arrivez pas encore une fois à scanner le code, pendant toute la présentation, vous avez le numéro qui s'affiche en haut sur chaque slide avec menti.com. Vous pouvez chaque fois la rejoindre toujours en tout temps, mais je vois que là, ça augmente. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Ça empiète sur mon temps, mais c'est pas grave. J'essaierai d'être le plus court et pragmatique possible. Voilà. Sans doute, je crois qu'il y a à peu près 200 personnes dans la salle, mais ça a déjà un échantillonnage représentatif. J'aimerais juste rappeler un certain nombre de choses basiques. C'est le retour à une certaine ou à une nouvelle normalité. Souvenez-vous, il y a encore à peine plus d'une année, on était masqués, ce genre d'événement était complètement interdit. Il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été prises. Il y a un démantèlement progressif des normes Covid, des mesures Covid dans notre pays, mais progressif. Mesdames, Messieurs, la loi sur le Covid est toujours en vigueur. Nous allons toutes et tous se prononcer au mois de juin s'il s'agit de la prolonger jusqu'au mois de juin 2024. Donc il y a encore un certain nombre de règles en lien avec le Covid, si ce n'est que par exemple pour codifier l'application Covid, Suisse Covid, qui dort actuellement sur vos smartphones et qui a été désactivée. La loi Covid permet en tout temps, par exemple, de la réactiver. On a une horrible guerre aux portes de l'Europe, on n'en a encore pas parlé ce matin. Je ne suis absolument pas spécialiste en géopolitique, mais tout laisse à penser, hélas, si on écoute les spécialistes, que cette guerre est en train de s'enliser. Ce conflit géopolitique est dramatique pour l'Europe, il a quelques effets aussi sur la Suisse. Et puis on est dans un monde de pénurie. On est rentré dans la pénurie de main-d'œuvre. Je suis sûr que vous êtes tous bloqués ou très embêtés pour recruter des meilleurs talents. Une pénurie d'énergie, on l'a vu, avec des risques d'inflation sur ces prix. Une pénurie de composants absolument extraordinairement importante dans plusieurs secteurs. Et puis, alors là, évidemment, l'inflation marquée, Madame Mechler en a parlé bien mieux que moi, et puis le retour, je souligne apprécier des taux d'intérêt positifs. On a vécu des années avec des taux d'intérêt positifs. Madame Mechler présentait un taux à 10 ans de 3%, il n'y a strictement rien de choquant. En tant que gérant institutionnel, je préfère 10 fois mieux, 10 fois plus vivre des taux d'intérêt positifs que des taux d'intérêt négatifs, quand bien même la décision de la BNS d'introduire ce taux négatif était absolument tout à fait justifiée et appropriée et donc excellente. Ce contexte, pas forcément tout le temps positif que je brossais sur l'environnement général, il est paradoxal. Vous avez je mettrai que 2 graphiques dans ma présentation, parce que vous en avez vu beaucoup avant. En plus, la source, c'est le Crédit Suisse, parce que le Crédit Suisse, quand bien même le conseil d'administration, les conseils d'administration successifs et les C-level successifs ont probablement fait pas mal de fautes en termes de gouvernance, ils ont des types exceptionnels au Crédit Suisse, notamment un des analystes, Burkhard Warnolz, qui fait des bonnes analyses. Vous avez ici le taux d'emploi aux États-Unis, vous voyez qu'il n'a jamais été aussi élevé. On a 170 millions d'emplois aux États-Unis. Et puis vous voyez les périodes où il y a eu des réductions d'emplois, là c'est les barres grises verticales, sont extrêmement faibles. Finalement, on a beaucoup plus de périodes où on crée de l'emploi. C'est la même chose en Suisse, c'est la même chose dans beaucoup de pays. Et c'est plutôt très positif. Finalement, on en a perdu pendant le Covid, c'était la dernière barre sur la droite. On en a perdu pendant la crise financière, on en a perdu pendant la bulle.com, etc. C'est chaque fois des crises, mais qui sont finalement des phénomènes relativement courts dans le temps. C'est ce qui est démontré par ce graphique. La même chose ici, si on prend les bénéfices par action, aux États-Unis toujours, des 500 principales sociétés dans l'indice S&P 500, les plus grosses capitalisations boursières des États-Unis. Vous voyez là encore qu'on n'a jamais eu des bénéfices par action aussi élevés que ça. Et puis que les prévisions, alors ça c'est peut-être la boule de cristal, mais consensuelle, tendent à montrer que ces bénéfices devraient encore augmenter. Petite parenthèse, c'est la démonstration que la classe d'actifs des actions, sur 50 ans, c'est la meilleure classe d'actifs, c'est celle qui vous génère le meilleur rendement, c'est celle que les institutionnels doivent privilégier. Il s'agit d'économie réelle, d'économie privée. Et on démontre à quel point être investisseur en actions sur le long terme, ça peut payer. Maintenant, j'aimerais écouter votre opinion, mesdames, messieurs. À vous de jouer sur vos smartphones. Vous avez écouté le brillant exposé de madame. Est-ce que vous pensez que l'inflation va s'installer maintenant durablement en Suisse? Est-ce que la stagflation arrive? La stagflation,
C'est la conjonction d'une inflation élevée, d'un chômage élevé, d'une croissance qui viendrait à diminuer, voire devenir négative. C'est l'heure du retour de la déflation. On a vu aussi dans les graphiques précédemment qu'on a eu quelques périodes de déflation, en particulier durant le Covid. Et puis, la dernière barre, le dernier avis, la Suisse traverse toutes les crises, la croissance économique va perdurer. C'est intéressant, on va voir si ça correspond à ce que moi j'aurais pensé, parce que je m'attendais personne, je laisse encore un petit peu les votes arriver, mais c'est vrai que je m'attendais personnellement à avoir plutôt des barres bleues assez faibles et une grosse barre verte, ce qui est plus ou moins aussi votre avis. Si vous pensez quand même, vous êtes la moitié à penser que l'inflation va plus ou moins durablement s'installer, ça veut peut-être aussi dire que vous ne faites pas complètement confiance à la politique de la BNS, puisque la BNS, je le rappelle, a pour mission d'éviter que l'inflation soit au-dessus de 2%, mais peut-être que c'est ce qui est signifié par ce ranking au milieu. La stagflation arrive, effectivement, vous n'y croyez pas trop, moi non plus. Je pense qu'on a une chance incroyable dans notre pays, j'y reviendrai en conclusion de mon exposé, sur ce qui fait l'USP, le Unique Selling Proposition de notre pays, soyons-en fiers. Et puis le retour de la déflation, j'y crois pas non plus. Et donc on a une capacité à traverser des crises relativement importante sans trop de traces. L'inflation sur les PME, elle est relativement bien résumée par le schéma, enfin plutôt par le dessin que vous voyez ici. Évidemment, l'inflation, c'est quoi? C'est la réduction du pouvoir d'achat de vous toutes et tous, ça vous le savez très bien. C'est l'augmentation des coûts. C'est l'augmentation des coûts pour les PME, c'est l'augmentation des salaires. Et là encore, je rebondis sur l'exposé qui a été fait avant. Cette inflation sous-jacente, quand vous avez une inflation sur les salaires, vous devez aussi faire payer aussi une partie à vos collaboratrices, à vos collaborateurs cette inflation, en particulier celles et ceux au bénéfice de salaires, de bons salaires ou de salaires élevés. Et ça, c'est la politique que nous préconisons au centre patronal, c'est qu'on ne peut pas systématiquement indexer indexer les salaires du même taux que l'inflation, c'est ce que les syndicats veulent, mais c'est impossible. Avec ça, vous générez encore plus d'inflation. Vous devez évidemment veiller au bas salaire, c'est une évidence. Ces gens-là doivent être indexés correctement, mais ensuite, le collaborateur doit aussi payer une partie de l'addition. Vous avez une répercussion partielle, cette inflation, sur vos prix de vente, mais elle n'est que partielle, donc vous avez, in fine, c'est ce qu'on voit dans la pratique, une réduction des marges bénéficiaires assez importante finalement en période d'inflation. Qui dit inflation dit hausse des taux d'intérêt, qui dit hausse des taux d'intérêt dit réduction de la capacité d'investissement. Donc vous avez plutôt intérêt à investir lorsque vous avez une période de faible inflation, voire même de déflation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de choses. Bon, évidemment, vous essayez de vous rattraper sur vos prix de vente partiellement, vous essayez de limiter vos coûts, vous négociez. L'agilité des entreprises, des PME est remarquable, mais vous pouvez aussi innover. Quand je dis innover, il y a plusieurs choses. Il y a l'innovation disruptive, vous allez réfléchir comment intégrer 4 technos. Il y a 4 technos aujourd'hui qui sont en train de disrupter toutes nos boîtes, ou en tout cas la manière dont on travaille, c'est le cloud, la blockchain, le big data et l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas faire un cours ici, mais on implémente petit à petit au centre patronal ces technologies. Ce n'est pas que nous qui le faisons, il y a beaucoup d'entreprises, je pense que vous le faites aussi. Ça, c'est une manière d'innover. Ça coûte, mais c'est une manière. Mais il y a d'autres manières. Il y a l'innovation incrémentale. Puis ça, je vous conseille, je ne vois pas beaucoup de digital natives dans cette salle, mais prenez vos jeunes collaborateurs, ceux qui sont nés avec ce genre de trucs dans leur poche, prenez-les, invitez-les à vous faire des suggestions, des propositions. Vous seriez étonné de voir combien ces jeunes collaborateurs sont source d'inspiration, sont source d'innovation pour travailler différemment en utilisant les outils, en utilisant la technologie, et ceci souvent à moindre coût, sans faire des investissements massifs. La déflation, elle se résume aussi assez bien, c'est un peu le cancer de l'économie, la déflation, parce que vous achetez plus rien, vous attendez parce que vous savez que dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ça coûtera moins cher. C'est l'inverse de ce que je présentais avant, mais finalement les conséquences sont souvent un peu les mêmes, parce que vous n'arrivez pas à répercuter, enfin vous devez répercuter encore plus massivement souvent cette déflation sur vos prix de vente, c'est ce qui est illustré par ce dessin, et donc vous avez aussi là encore une réduction des marges bénéficiaires, quand bien même, et je le disais précédemment, vous avez une augmentation théorique de votre capacité d'investissement, puisque vous êtes dans un environnement de taux d'intérêt relativement faible en cas de déflation. Maintenant, sur les caisses de pension, mesdames, messieurs. Alors évidemment,
Il y a plusieurs classes d'actifs qui souffrent. En gros, enfin, je veux pas être, c'est un peu réducteur, mais il y a l'immobilier qui résiste bien, ça on le sait. Mais il y a beaucoup de classes d'actifs qui souffrent pardon, en cas d'inflation. On l'a vu par exemple principalement l'année passée, à part la microfinance, le private equity, l'infrastructure et l'immobilier direct, tout s'est à peu près effondré. La remontée du taux d'intérêt technique, alors ça c'est l'inverse de l'essence. Le prix de l'essence ça augmente, ça redescend très difficilement. Le taux d'intérêt technique c'est l'inverse, ça descend en flèche, ça remonte jamais. Parce que les experts, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils ont le truiomètre à zéro et puis ils n'osent jamais le remonter. La DTA 4, que vous connaissez peut-être, aujourd'hui la borne supérieure elle est à 2, 7 ou 3% en fonction des tables de mortalité que vous utilisez. Regardez la moyenne des taux techniques dans les caisses de pension. En Suisse alémanique, c'est encore pire. Je crois que la vision du taux technique en Suisse alémanique, c'est pire. La caisse pension de l'UBS est à 0,5. À 0,5%, ça veut dire que l'UBS ne croit pas en la gestion de fortune. Je suis désolé, parce qu'à partir du moment où vous avez un taux technique à 0,5, c'est que vous ne pensez pas pouvoir générer du rendement à plus que 0,5. Donc c'est quand même assez cocasse. Mais évidemment, il faut profiter de cette inflation pour essayer de pousser cette remontée du taux d'intérêt technique, qui quelque part pourrait donner des velléités de remonter aussi le taux de conversion, parce que c'est quand même assez mathématique. À partir du moment où vous remontez votre taux d'intérêt technique, vous réduisez vos engagements, vous pourriez augmenter le taux de conversion, on rentre dans un gros débat, mais évidemment le taux de conversion aujourd'hui, on a le problème de la redistribution entre les actifs et les rentiers qui est quand même là, et donc d'augmenter ce taux de conversion aujourd'hui, ça paraît quand même très compliqué. Puis alors les velléités d'indexer les rentes, pour celles et ceux qui sont dans des conseils de fondation paritaires avec les syndicats, la partie syndicale, elle dit écoutez, vous êtes bien gentils les patrons, vous dites le deuxième pilier c'est super, c'est hyper solide, on croit au deuxième pilier, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'inflation, paf, arrive l'inflation, vous n'êtes pas capable d'augmenter les rentes dans le deuxième pilier, c'est quoi ce bazar? Ça, c'est ce qu'on entend des syndicats. Donc, on doit évidemment argumenter là contre en expliquant pourquoi on ne peut pas forcément le faire, et en particulier aussi sur cette question de redistribution actifs-rentiers. Mais là, on voit des fortes velléités aujourd'hui d'indexer les rentes. Pour combattre une potentielle stagflation, évidemment, vous êtes en période d'inflation, il y a un peu les mêmes éléments que j'expliquais avant, mais l'État peut faire un certain nombre de choses, principalement 3 choses. Une relance budgétaire, c'est le moment d'investir, clairement. Donc s'il devait y avoir une stagflation, c'est certainement quelque chose que l'État doit faire. Une politique de relance monétaire qui consisterait éventuellement aussi à avoir le courage de réduire les taux d'intérêt en période de stagflation, c'est aussi une mesure potentielle. Et puis ce que je nomme comme étant le contre-choc par la transition énergétique, c'est-à-dire d'investir massivement dans ce domaine-là. C'est la clé aujourd'hui, il faut absolument investir. L'économie privée doit aussi, l'État doit investir dans cette transition. Maintenant, vous, mesdames et messieurs les courtiers, vous dites quoi à vos clients en période d'inflation? Je vous laisse brièvement l'exprimer sur vos smartphones, parce que j'imagine que vos clients voient leurs primes exploser, ils commencent à se dire qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous dites à vos clients? Un E. Bon, le 1E, il faut déjà gagner un certain montant. Investir, bonjour, merci, comparons. C'est la crise, oui, d'une certaine manière, Napoléon, ouais. D'accord. Soyez patient, épargnez plus. Oula, vous êtes créatif. Bon, il y a je ne sais pas si vous aviez beaucoup réfléchi à cette question, en tout cas en amont, mais je vous conseille d'y réfléchir parce que j'imagine que vous êtes beaucoup challengé par vos clients sur cette question. Investir probablement est une bonne mesure. Patience aussi. Je pense qu'il faut être patient. Faisons confiance à la BNS. Elle va y arriver. Elle va y arriver. Elle a cette mission de finalement contenir cette inflation de 0 et 2%. Moi, je suis convaincu qu'elle y arrivera. En conclusion, moi je pense qu'on doit être fier de notre pays. On a des institutions stables, on a aussi un régime politique au niveau fédéral qui est stable. La couleur politique, c'est dizaines d'années que c'est la même au niveau du Parlement et du Conseil fédéral, c'est probablement plutôt pas mal, parce qu'on voit ce que ça donne quand il y a de l'alternance. Le tissu économique, il est diversifié, pas forcément dans tous les cantons, mais en tout cas ce qui est du canton de Vaud, c'est clairement le cas, et dans d'autres cantons aussi, c'est fondamental.
vous avez voyagé, la culture du travail bien fait, elle saute aux yeux suivant dans quel pays vous trouvez. La formation pointe, et je ne pense pas seulement à ce site extraordinaire dans lequel vous êtes assis aujourd'hui, mais la formation duale, elle est juste fondamentale. On est envié dans le monde entier avec notre formation duale et on doit absolument la mettre en valeur. Le centre patronal y travaille ardemment. La paix sociale, merci, tant mieux qu'il y ait des syndicats. Je suis représentant des patrons, heureusement qu'il y a des syndicats en Suisse, syndicats avec qui on peut travailler, avec qui on peut négocier des conventions collectives de travail. C'est juste fondamental. La paix sociale, c'est le succès de la Suisse, mais elle est mise à mal. Il y a des initiatives stupides qui arrivent, qui se multiplient. La prochaine, c'est le salaire minimum. Ça tue les conventions collectives de travail. C'est une catastrophe. Mais on doit garder cette paix sociale. La jeune génération des syndicalistes est un petit peu plus compliquée à gérer sur ce plan-là. Et puis, cette chance, j'aurais fini, parce que je sens Jonas impatient, j'ai peut-être dépassé de 3 Je vais minutes. devenir syndicaliste. Cette chance dont la Suisse bénéficie depuis longtemps, franchement, regardez, le contexte géopolitique, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, on en souffre un petit peu, mais franchement, rien. À côté d'autres pays, le Covid, franchement, on a pris des mesures nettement plus soft que les autres pays. Tout le monde nous disait, vous allez vous retrouver avec des cas, les hôpitaux complètement débordés, etc. Oui, il y a eu un petit peu il y a eu des moments un peu touchy, mais en France, on est super bien sortis. Je peux vous dire, on peut en parler pendant 2 heures de tout ce qui fait qu'on a de la chance. Profitons-en, il y a 150 ans en arrière, on était très pauvres en Suisse. Faisons attention et gardons nos atouts. Voilà. Merci Luc, on l'applaudit. Vous pouvez vous installer aussi sur une chaise, parce que dans quelques minutes, on va passer à des questions et la table ronde. Vous pouvez vous installer. Et on accueille sur scène Vincent Clapasson, qu'on applaudit également, qui est associé chez Wüst & Partner, spécialiste de l'immobilier et de l'évaluation des prix de l'immobilier. Justement, c'est la dernière question, c'est l'impact de l'inflation sur les prix de l'immobilier et sur l'immobilier. On vous écoute, vous avez 10 minutes. 10 minutes, challenge. C'est écrit 11, mais je sais que vous allez faire 10, donc 10. Bonjour tout le monde, je suis ravi de suivre. Alors, j'ai pas de sondage Menti et j'ai pas de slide confidentiel. Par contre, des observations sur le marché immobilier. On va d'abord parler d'observation du marché de manière générale, et puis après, une observation un peu plus empirique de l'inflation et de l'immobilier. Bon, il y a déjà des choses qui ont été dites, mais c'est peut-être aussi pour contextualiser, puis finalement résumer ce qu'on a vu, un peu la robustesse du marché immobilier suisse. Pourquoi c'est robuste? Pourquoi il y a évidemment des impacts de l'inflation sur le marché, mais pourquoi on est quand même un peu, pour le moment, sauvegardé et protégé. Alors déjà, 2 choses assez simples. Si on regarde l'offre et la demande, l'offre, pour commencer, l'offre en Suisse, elle fait que diminuer. On a une activité de la construction qui baisse depuis 5-6 ans. C'est le graphique de gauche que vous voyez ici sur la Suisse. Il y a certaines régions qui ont une augmentation, mais ça reste assez faible. On a plutôt une diminution de l'activité générale. Ça ne veut pas dire qu'on a une diminution du volume d'investissement. Je vais revenir tout de suite là-dessus. Pourquoi? Parce que 2 constats sur l'activité de la construction. Premièrement, les difficultés réglementaires et législatives. On sait que ça devient de plus en plus compliqué de construire, en tout cas d'obtenir un permis. Pour une raison déjà simple, c'est qu'on a révisé la LAT, et puis que suite à la révision, pas tous les cantons ou toutes les communes ont finalisé leurs plans directeurs communaux, cantonaux, plans d'aménagement. Donc déjà, il y a une incertitude au niveau législatif sur les possibilités de construction. Ensuite, on a de plus en plus de contraintes liées à le bruit, le trafic, enfin il y a plein de choses qui font qu'il y a des contraintes supplémentaires, donc ça pose encore un jalon complémentaire pour la personne qui souhaite obtenir un permis. Et puis on a aussi de plus en plus d'opposition. Donc au niveau réglementaire législatif, c'est assez compliqué. Et puis au niveau financier et économique, c'est devenu aussi plus compliqué suite à l'inflation, puisque l'inflation, on l'a aussi vu au niveau immobilier, à travers le renchérissement des coûts de la construction. Donc un projet coûte beaucoup plus cher, 8-10% de renchérissement sur les dernières années que pré-Covid. Et puis l'intérêt ou les taux d'intérêt qui ont augmenté, avec évidemment une augmentation des coûts de financement pour un développeur, un propriétaire, un maître d'ouvrage, un propriétaire privé, enfin tout le monde. Donc là, on a 2 constats un peu parallèles qui font qu'on a observé une baisse de l'activité de la construction depuis 5 ans en moyenne. Par contre, au niveau des demandes, on voit qu'il y a une petite reprise
c'est le graphique de droite, une petite reprise dans certains cantons un petit peu plus marqués, là où la visibilité est aussi un peu plus claire au niveau réglementaire. Donc il y a potentiellement une offre qui devrait arriver un peu plus tard. Puis au niveau de la demande, alors on l'a déjà vu aussi à travers mes deux collègues confrères, on a une croissance de la population qui est extrêmement importante. 0,9% en moyenne sur les dernières années, croissance de la population importante qui découle notamment de la croissance économique, de la création d'emplois et donc d'un solde migratoire qui est assez important. Solde migratoire, c'est environ 2/3 de notre croissance de la population en moyenne suisse. Puisqu'on n'a pas assez de personnel, on a une pénurie de personnel, donc on doit aussi recruter à l'extérieur. Donc ça, c'est un premier élément. Puis après, on a d'autres éléments qui viennent se rajouter, c'est que la croissance de la population, elle est de 0,9% en moyenne, mais la croissance des ménages, elle est encore plus forte. Puis c'est les ménages qui vont créer le vrai besoin en logement supplémentaire. La croissance des ménages, c'est 1,2% par année sur les dernières années en moyenne. Donc elle vient du solde migratoire. Elle vient aussi d'un autre élément, c'est le vieillissement de la population. On vieillit de plus en plus vieux, tant mieux pour nous, mais ça veut dire aussi un besoin complémentaire de ménage. Et puis elle vient d'autres éléments comme la prospérité, la capacité des ménages à vivre seuls chez nous par rapport à d'autres pays, etc., etc. Donc on a des éléments qui sont très importants par rapport à soi, une croissance de la population permanente importante, et puis une croissance de la population non permanente, principalement les réfugiés ukrainiens, pour le coup, en 2022, qui vont peut-être devenir une population permanente si, dans l'avenir, ils restaient et s'installaient durablement en Suisse. Mais ça, c'est encore des incertitudes. Donc ce serait aussi une création de demandes supplémentaires. Donc avec une offre en berne et une demande qui est toujours soutenue, inévitablement, sur le marché locatif du moins, on a une croissance des loyers. Les loyers de l'offre ont cru en 2022 d'1,6%. Et on estime que pour cette année, il devrait croître à 3,2%. Donc loyer de l'offre, c'est évidemment le décalage offre-demande, mais on a aussi une croissance qui va arriver, et là c'est aussi un effet, je dirais, indirect de la remontée des taux directeurs, de la remontée des taux d'intérêt, c'est la possibilité sur les baux existants ou les baux à conclure d'augmenter les taux de référence hypothécaire, puisque logiquement, le taux de référence hypothécaire devrait passer de 1,25% à 1,5% à fin juin. Si ce n'est pas fin juin, ce sera septembre, mais non, ce sera fin juin. Et puis si tous les autres éléments sont constants, ça implique environ 3% de croissance de loyer. Donc là, on aura encore une croissance sur les baux existants. Ça, c'est pour le marché locatif. Et puis sur la propriété, par contre, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt, qui est consécutive à l'inflation, elle a plutôt baissé la demande en logement de propriété puisque le coût de financement est beaucoup plus important aujourd'hui. Donc on a un taux de l'offre dans les cantons romans qui augmente depuis fin 2021-2022, on va dire. Alors il augmente de 20 à 50% dans les cantons. Par contre, si vous regardez en moyenne historique, en tout cas sur 10 ans, on reste à des niveaux de taux de l'offre qui sont faibles en Suisse. Donc quand on dit on a une croissance de 30% du taux de l'offre, on a l'impression que c'est une panique, mais ça reste faible. De manière absolue, c'est peu d'unités sur le marché. Okay, donc cette croissance, elle est là. C'est clair qu'elle devrait remonter. Après, il y a deux éléments dans cette croissance. Le premier, c'est évidemment que les coûts de financement sont plus importants, donc on a peut-être moins de demandes, mais on a aussi l'effet un peu panique, comme on peut voir dans les marchés financiers. C'est-à-dire que quand on sait que les taux vont augmenter, on se dit, si on était en train de réfléchir à vendre notre objet, c'est peut-être le dernier moment de le vendre si on veut obtenir un bon prix. Donc on sait aussi que généralement les 3 à 6 mois qui suivent une annonce ou bien des grosses variations, on a un effet aussi sur le taux de l'offre, etc. Donc c'est probablement une partie aussi des gens qui tentent plutôt de vendre et pas forcément des gens qui sont obligés de vendre les objets qui auraient mis des objets sur le marché. Donc évidemment, avec une croissance du taux de l'offre, on devrait observer une diminution des prix. Alors là, vous avez nos prévisions sur les lots PPE et les maisons individuelles. C'est des prévisions en nominal. Donc on prévoit une stabilité des prix pour la PPE en nominal. Ça veut dire qu'avec une inflation moyenne que nous, on prévoit à 2,1%, je ne sais pas si la BNS est tout à fait d'accord avec nous, mais à 2,1%, vous aurez quand même une baisse
de la valeur de votre actif en termes réels. Et puis pour les villas, ce serait 0,5%, donc en termes nominal, donc aussi une baisse en termes réels. Pourquoi pas une chute plus importante? Parce que de nouveau, si on revient sur le premier graphique, on a finalement une activité de la construction qui est assez faible. Donc on a malgré tout une offre qui reste assez faible et qui va rester assez faible dans les prochains mois ou les prochaines années. Ça, c'était pour les observations. Et puis rapidement, des évolutions un peu plus empiriques qu'on a faites. Bon, alors, je reviens vite sur ce graphique, mais on l'a vu déjà avec la BNS. Donc, taux d'inflation qui a augmenté, on a activé la hausse des taux directeurs pour essayer de contrer cette inflation, la maintenir, en tout cas la rendre stable. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du marché? Ça veut dire... Bon, alors il y a un petit changement de slide, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est, je vous le montre comme ça, c'est une étude empirique qu'on a faite entre l'analyse de la variation des loyers et la variation de l'ISPC, donc l'inflation. Puis vous voyez, donc vous avez une ligne en rouge, c'est pour les loyers résidentiels, et puis la ligne en bleu, c'est pour les baux commerciaux. En fait, l'immobilier a cet atout d'être un bon protecteur contre l'inflation. Pourquoi ? Alors, deux choses. Pour les baux commerciaux, c'est un peu plus facile. Généralement, ils sont indexés à 80 ou 100% à l'inflation. Ça veut dire qu'on a une répercussion relativement directe possible des loyers en fonction de l'inflation. Donc là, on voit, l'échelle n'est pas tout à fait pareille entre les deux axes, mais finalement, vous avez, lorsque vous avez une croissance de l'IPC de 10%, de manière empirique, vous avez à peu près une augmentation du loyer de 9%. Donc on est très très proche entre augmentation, inflation et loyer. Donc il n'y a pas de perte théorique en termes de revenus qui seraient liés à l'inflation. Et puis pour le résidentiel, il y a deux facteurs. Il y a le premier, c'est une indexation partielle à l'IPC qui est possible. Et puis à ce que je disais avant, le fait que l'inflation va sûrement créer des hausses de taux directeurs qui va aussi impacter le taux d'intérêt et donc le taux de référence hypothécaire. Donc on a, alors avec un peu de décalage, mais on a la possibilité aussi d'augmenter les loyers résidentiels suite, quelque part, à un circuit inflationniste. Et puis l'autre élément pour le résidentiel, c'est que avec ce que j'ai montré avant, entre l'activité qui est assez faible et la demande qui est forte, on a finalement une croissance naturelle des loyers qui est plus forte ces 50 dernières années que l'inflation. Donc finalement, on a une protection automatique qui est liée en fait à l'offre et la demande. Donc ça, c'est pour le résidentiel. Et puis si on parle des prix, alors les prix, c'est un petit peu plus compliqué. On l'a dit, hein, on a vu aussi le graphique de la BNS. Aujourd'hui, on ne voit pas encore une correction qui est extrêmement importante au niveau des prix de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a une réaction, là vous le voyez, il y a une réaction de 2 à 3 à 4 trimestres, donc environ une année de décalage. Déjà parce que c'est moins liquide, l'immobilier, on ne vend pas ça comme une action, à part les fonds indirects, mais en tout cas pour l'immobilier direct, c'est plus compliqué. Donc c'est moins liquide et il y a beaucoup plus je dirais, d'interrogations sur la stratégie qu'ont les maîtres d'ouvrage, les propriétaires, les investisseurs institutionnels sur l'immobilier. Puis l'autre élément qui est important, c'est que quand bien même les coûts de financement augmentent, généralement, comme je l'ai montré avant, les revenus ils sont stables, voire ils augmentent aussi. Donc finalement, la capacité qu'ont les grands propriétaires qui ont souvent des taux d'endettement assez faibles, elle reste très bonne malgré une inflation ou malgré une hausse des taux d'intérêt. Et puis ça, c'est un des derniers graphiques sur les rendements. Ici, vous avez la différence entre les rendements prime immobilier, de nouveau en direct, hein, donc le rendement attendu immobilier. Donc on voit qu'il n'a pas arrêté de baisser depuis 10 ans puisqu'on a eu des taux d'intérêt négatifs, taux directeur négatif, taux d'intérêt négatif. Et puis la courbe bleue, c'est les rendements des obligataires 10 ans, rendement d'État. Et on voit que l'écart entre les deux n'a jamais été aussi faible qu'à la fin 2022. Donc logiquement, il devrait s'écarter de nouveau un petit peu, donc on devrait avoir une remontée des rendements attendus immobiliers, mais ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Par contre, ça, c'est un écart en termes nominaux, hein, puisque les obligations d'État sont nominales. Si on retraite l'inflation au niveau des rendements d'État, on voit qu'en fait, le spread, l'écart, il reste relativement important entre l'immobilier qui est protégé contre l'inflation, comme on l'a dit avant, et les rendements obligataires,
puisqu'on a de nouveau ces 2,5-3% d'écart. Ça, c'était pour le logement placement, et je finirai rapidement. Le mot de la fin. Jonas, le mot de la fin, c'est sur la propriété, PPE Villa. On avait fait une étude sur les valeurs fondamentales, c'est-à-dire on avait analysé 6 critères importants: inflation, croissance, chômage, vacances et croissance de la population, sur l'évolution des biens depuis 40 ans. Et puis on a observé qu'en fait, l'évolution des biens en Suisse, en tout cas en pleine propriété, le PPE Villa, elle est souvent dépendante de ces facteurs, et il y a peu de biais subjectifs à l'accroissement, on va dire, de valeur ou de prix. Donc on est vraiment corrélé au fait que si on a de l'inflation, on a une petite hausse d'augmentation, si on a du chômage, on va plutôt avoir une baisse de prix, etc. etc. Donc l'évolution finalement des valeurs, elle a été fortement corrélée à l'évolution des 6 paramètres fondamentaux qu'on avait pris en compte dans l'étude. Merci beaucoup, on vous applaudit. Voilà. Je vous laisse vous installer. On va prendre 6-7 minutes pour quelques questions qu'on peut adresser à vous trois, et on vous fera réagir. Donc vous utilisez Slido. Luca Cicero, oui, plutôt après. Là, on pourrait... Slido, vous avez de toute façon déjà, vous êtes déjà connecté. Peut-être une première question pour vous faire réagir à un truc qui est paru dans la presse dominicale il y a un peu plus d'une semaine. C'est un autre cabinet qui lui estimait à 10% dans certaines villes de Suisse la perte du prix de l'immobilier, la chute du prix de l'immobilier, ce qui n'est pas tout à fait raccord avec ce que vous venez de nous dire. Comment vous expliquez la différence de chiffres ? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Je pense qu'effectivement, il y aura une baisse des prix de l'immobilier, ça c'est clair. Je pense qu'elle va arriver avec du retard. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'ils ont comparé dans cette évolution de prix. Parce que ce qui est toujours difficile, c'est de savoir si les actifs qui étaient vendus il y a 2 ans sont les mêmes types d'actifs, même situation, même qualité, qu'on a vendus ces derniers mois. Ce qu'on observe, nous, généralement, c'est qu'on on protège les joyaux de la couronne, c'est-à-dire que les objets qui sont bien placés, ce n'est pas les premiers qui sont vendus, et on va plutôt vendre des objets qui sont en périphérie, alors aujourd'hui en plus il y a la durabilité et transition énergétique, donc des objets qui seraient des passoires thermiques, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est difficile de savoir si on a une vraie différence de valeur sur les mêmes types d'actifs sur les 2 ans. Ce qu'on observe beaucoup, c'est qu'il y a moins de demandeurs d'acquéreurs, ça c'est clair. Très bien. Le secteur privé limite l'adaptation des salaires pour lutter contre l'inflation, alors que le secteur public, lui, adapte complètement. Est-ce acceptable ? Peut-être une question pour vous, Luc Heusch. Alors évidemment, bien sûr que non, ça ne l'est absolument pas. Dans quel sens ? Dans le public ne devrait pas accepter. Dans le sens que le public devrait faire exactement ce que fait le privé, c'est-à-dire vous faites une adaptation circonstanciée, mais surtout pas générale, pour valoriser évidemment les bas salaires, mais vous ne revalorisez pas complètement les hauts salaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour éviter ce genre de problème, il faut couper ou réduire un certain nombre de moyens que l'État a, parce que si l'État peut se permettre d'indexer complètement les salaires, c'est qu'il a trop de moyens. C'est la raison pour laquelle notre organisation a eu un succès incroyable en déposant une initiative fiscale pour réduire de 12% la fiscalité des personnes morales et des personnes physiques. Des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu et fortune des personnes physiques. Voilà. Andrea Mechler, vous êtes d'accord avec cette idée qu'un patron qui augmenterait le salaire à mesure que l'inflation progresse travaille contre la BNS ? Non, ça c'est pas du tout ce qu'on dit. Pour nous, ce qui est important, c'est que des ajustements à court terme, il les faut, et ça, c'est vraiment important. C'est pas à la BNS de dire comment le secteur privé doit s'ajuster. Et d'ailleurs, on l'a dit, on a une économie extrêmement solide, on a des acteurs extrêmement bons qui savent s'ajuster. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on dit. Ce qui est important, c'est que les anticipations d'inflation soient ancrées, que les acteurs savent que d'ici 18 mois, 2 ans, absolument, l'inflation va revenir en dessous de 2% et qu'on doit tous y arriver, tous travailler pour arriver. À la base, nous, on doit donner la crédibilité et la confiance qu'on va y arriver. Et le secteur privé, il va trouver intéressant de s'aligner à ces anticipations. C'est ça qu'on fait. Mais nous, on ne va jamais dire au secteur privé comment est-ce qu'il doit s'ajuster. Très bien. Comment expliquer l'augmentation de nouvelles surfaces de bureaux alors qu'il y a tant de surfaces libres et des nouveaux usages comme le télétravail ? Vincent Clapasson, vous avez une explication à ça ? Pourquoi est-ce qu'on continue de construire des surfaces de bureaux ? Alors, on continue pas à en construire tant que ça, malgré tout. Il y a
il y a des marchés qui sont plus compliqués. On sait que Genève, c'est plus compliqué. Il y a des taux d'occupation assez faibles, ou en tout cas, il y a des surfaces disponibles qui sont plus importantes. Mais nous, ce qu'on a observé, c'est que le changement d'usage est là. Effectivement, il y a plus de digitalisation, il y a plus de télétravail, de desk sharing, mais il y a une utilisation des surfaces qui peut être alternative. Donc, en fait, aujourd'hui, on avait fait un sondage d'ailleurs l'année passée, sur toutes les entreprises qu'on a sondées, il y en a peu qui indiquent une vraie, réelle diminution de mètres carrés. Et puis, on a une croissance de l'emploi. Donc, on a créé beaucoup d'emplois, dont environ 30 000 postes qu'on avait évalués l'année passée dans les sociétés, enfin, dans l'administratif, les bureaux. Donc, c'est aussi un besoin supplémentaire de bureaux. Je prends les questions comme elles viennent. Nous constatons de plus en plus une surévaluation des biens immobiliers en résidence principale, estimés par les banques. Comment faire face à cette situation? Alors, encore pour vous, Vincent Clavasson, déjà, est-ce que vous constatez aussi ça? Est-ce qu'il y a une surévaluation? En fait, le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais disons, ce que font les banques, généralement, ils utilisent un modèle hédoniste, donc un modèle basé sur les comparables, les transactions. Puis ce modèle, il est alimenté par les transactions. Donc, plus on avait des transactions avec des niveaux élevés, plus on augmentait les prix dans le modèle. Et puis, dès qu'on a une période où on a moins de transactions et pas encore une correction des prix, probablement on surévalue un petit peu. Donc, les banques ont souvent on leur a souvent dit, mais vous évaluez trop bas parce que vous avez un retard. Puis aujourd'hui, ils sont probablement un petit peu plus hauts. Après, ce qu'il faut voir avec les banques, c'est qu'ils ont la possibilité déjà de challenger cette valeur. Et puis, il y a un taux d'avance, il y a quand même une limitation en termes d'endettement, puisqu'on ne peut pas s'endetter à 100%. Andrea Mechler, viendrait la question de la crise de la dette qui était avant dans le flot de questions et qui peut peut-être avoir un lien aussi avec la question de est-ce que les banques surévaluent les prix. Quel est votre regard? C'était la question qui était dans le feed. Quel est votre regard sur la crise de la dette européenne ou plus globalement la crise de la dette? Je crois que la question, elle était encore plus spécifique que ça, mais je peux y aller. Alors, la crise de la Si vous dette, vous c'est souvenez vrai mieux, qu'autour répondez à de la nous... question plutôt. Alors, deux choses. D'une part, oui, les pays autour de nous sont très, très endettés. Nous aussi, nous avons augmenté leur dette en Suisse avec le Covid. Ce qui est important, c'est d'avoir de la croissance et notamment de la productivité. Et comment est-ce qu'on arrive à de la productivité? C'est de l'investissement. Et là, je reviens à l'importance d'avoir une inflation basse parce que c'est uniquement quand on a une prévisibilité dans le futur que les investisseurs sont prêts à investir. Et là, des taux d'intérêt plus hauts peuvent être intéressants. Alors, c'est plus cher de se financer, mais ça veut aussi dire qu'on a un meilleur rendement sur son investissement. Et elle est vraiment là, l'importance, c'est la productivité et un bon marché du travail. La question sur la dette, je pense que c'est plutôt l'histoire actuellement. Il y a vraiment un bras de fer qui est en train de se faire aux États-Unis. Vous le savez peut-être, les États-Unis, ils ont constituellement un plancher sur leur dette, combien ils peuvent faire. Et ce plancher, chaque année, doit être renégocié pour voir s'ils peuvent aller au-delà. Et actuellement, les démocrates, les républicains sont en train de faire un bras de fer. Et je dois dire, c'est vraiment quelque chose qu'on se dit, voilà, c'est vous qui avez dit, il faut garder la qualité de la Suisse, la paix sociale, la paix politique, parce qu'actuellement, c'est absolument incroyable ce qui se passe aux États-Unis. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça veut dire que les États-Unis l'État ne pourra pas payer des salaires, ça ils ont l'habitude de le faire, mais ils risquent de ne pas pouvoir repayer des créanciers. Donc c'est pratiquement une faillite sur une partie de la dette américaine, alors que les Américains veulent vraiment gardent l'importance du dollar comme monnaie mondiale, comme monnaie comme réserve de monnaie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça montre qu'un pays ne peut rien faire s'il n'y a pas une bonne politique, une paix sociale et un secteur privé qui fonctionne bien. Très bien. Luc, je vous donne la dernière question. J'ai vu plusieurs questions un peu sceptiques sur la paix sociale. Vous les avez peut-être vues aussi défiler. Est-ce que vraiment cette paix sociale dont vous parliez, elle n'est pas en danger aujourd'hui avec toute la situation qu'on décrit depuis ce matin? En danger. En tout cas, il faut veiller. Je le disais avant dans mon exposé, la nouvelle génération de syndicalistes est un petit peu plus, on va dire, un tout petit peu plus punchy quand même par rapport à la génération précédente. Et puis, encore une fois, voter juste dans la kyrielle d'initiatives absolument stupides qui sont soumises face au peuple. Et avec heureusement encore une démocratie, on peut essayer de limiter ce genre d'initiatives stupides. C'est le peuple qui a toujours raison, donc il faut voter correctement pour éviter cette kyrielle d'initiatives. Mais vraiment, j'insiste, la paix sociale, elle est fondamentale
fondamentale. Et encore une fois, je le redis, tant mieux, heureusement qu'il y a des syndicats. Et en Suisse, aujourd'hui encore, on arrive à discuter avec eux, on discute continuellement avec eux. Et dans le cadre des caisses de pension principalement, il y a cette gouvernance paritaire qui est absolument fondamentale. Très bien, on applaudit nos expertes et experts. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. C'était très intéressant de vous avoir. Merci.